bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Parole d'honneur radio, la radio antiraciste et décoloniale. Alors pour ce nouveau numéro, nous avons un numéro particulièrement important, passionnant, voire même exaltant, puisque nous allons parler des soulèvements qui se déroulent un peu partout dans les pays du Sud. Nous allons tenter d'en comprendre dans les grandes lignes les raisons, les causes, les évolutions possibles, et on va aussi se demander si cela n'ouvre pas la porte, soyons fous, à une révolution mondiale, une porte que nous, habitants du Nord global, on doit prendre en suivant la voie du Sud. Alors, pour en discuter, j'ai autour de moi une très belle table avec des invités de qualité. Pour commencer, Hamzat Poukari Yabara. Alors, tu es historien, spécialiste de l'Afrique et du panafricanisme. Tu es toi-même militant panafricain, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment Africa Unite, qui est paru en 2014 aux éditions La Découverte. Bonsoir. Bonsoir. Hugo José Suarez, tu es sociologue, chercheur à l'Universidad Nacional Autónoma de México. Vos travaux portent notamment sur la sociologie de la religion, ou bien sur le rapport entre culture et politique en Bolivie. Et tu es auteur de nombreux ouvrages, dont Bolivie, la révolution démocratique, paru en 2009 aux éditions Couleur Livre. Lisselle Quiroz, historienne, maîtresse de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen, Normandie. Vous travaillez notamment sur les études décoloniales, l'histoire du Pérou et le féminisme en Amérique latine. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Féminisme et activisme dans les Amériques, 20e et 21e siècle », qui va paraître en 2020 aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et enfin, Rania Majdoub, tu es militante antiraciste et décoloniale et tu es membre du Parti des indigènes de la République. Et pour m'accompagner durant cette émission, je serai accompagné de Mehdi Mefta, militant des luttes de l'immigration. Donc merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation et de participer à cette émission. Et on passe sans plus tarder à la revue d'actualité. Alors, pour commencer cette revue d'actualité, on va parler, comme d'habitude, j'ai envie de dire, d'islamophobie, à commencer par l'action qui a été menée hier par des militants devant la chaîne de TV CNews pour protester contre la présence de Zemmour à l'antenne. Alors, pour rappel, il y a quelques semaines maintenant, Zemmour, après avoir été condamné pour haine raciale, s'est vu proposer une place de chroniqueur par CNews. Depuis, il y a eu de nombreuses protestations. Des personnalités importantes ont même décidé de boycotter l'antenne. Mais pourtant, Zemmour reste à l'antenne. En même pas une semaine à l'antenne, il a déjà fait parler de lui, encore dernièrement, en réhabilitant le général Bugeaud, qui a été responsable de crimes de guerre en Algérie. D'ailleurs, suite à cette énième polémique, CNews a décidé que l'émission ne serait plus en direct. Elle sera enregistrée une demi-heure avant, histoire de pouvoir couper au cas où ces prochaines dérives. Mais le problème, c'est qu'il reste tout le temps, toujours à l'antenne. Mais le cas de Zemmour, il faudrait peut-être le replacer dans le contexte de l'atmosphère un peu véritablement raciste et islamophobe du moment. On a pratiquement chaque jour une sortie raciste, islamophobe. Le dernier exemple en date, c'est celui du sénateur qui a parlé, pour parler des femmes voilées, de sorcières. Donc, la question que je voudrais poser, c'est que là, on va militer contre Zemmour. Est-ce que Zemmour doit servir de symbole sur lequel on doit se concentrer pour lutter contre l'islamophobie, ou est-ce qu'il y a aussi un risque, peut-être, que Zemmour soit un peu l'arbre qui cache la forêt islamophobe? Qui veut commencer à réagir? Mehdi? En fait, bien sûr, en fait, c'est un symbole, mais qui est un chaînon d'une vaste offensive générale en France contre les musulmans et les habitants des quartiers d'une manière générale, et le peuple du tiers-monde. D'une part, il y a la chaîne CNews qui lui donne une tribune, ça veut dire qu'il est quasiment l'intellectuel organique de cette offensive-là. En même temps, il est aidé par
une islamophobie d'État, un racisme d'État décomplexé, qui ne se cache plus derrière les droits démocratiques pour pouvoir lancer son offensive à partir du chef de l'État, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur, et tout un ensemble de structures étatiques, privées, qui servent en fait de relais à cette offensive-là. Une autre réaction autour de la table? Alors, on va passer à la deuxième actualité. On reste un peu dans le thème de l'islamophobie, puisqu'on va parler d'attentats. D'abord, de l'attentat de Bayonne, dans lequel un individu âgé de 84 ans a ouvert le feu devant une mosquée, qui a fait 2 blessés graves. Alors, il est impossible de ne pas faire le lien entre cette attaque et l'atmosphère islamophobe actuelle. D'ailleurs, Claude Cinquet lui-même, le responsable de cet attentat, a revendiqué le caractère anti-musulman en parlant d'une vengeance suite à la destruction de la cathédrale Notre-Dame, qui serait, selon lui, liée aux musulmans. Donc ça, c'est aussi une théorie conspirationniste qui circule dans l'extrême droite. Et lorsqu'on se renseigne davantage sur cet individu, on apprend que c'est un ancien militant du Front National, il a été candidat en 2015 au niveau départemental. Il fréquentait activement les pages d'extrême droite, notamment celle d'Éric Zemmour, sur lesquelles notamment il écrivait que les Français étaient en guerre contre les islamistes et que ces derniers seront peut-être, je le cite, peut-être débusqués lorsqu'on mettra une bombe dans une école ou dans un cinéma. Pourtant, malgré ce profil révélateur, les responsables politiques, et en premier lieu ceux du gouvernement, n'ont pas parlé d'attentats, mais plutôt de faits ou d'événements. On pourrait être presque surpris, si on n'était pas un peu naïf, quand on voit que dans le même cas, pour revenir au cas de Mickaël Harpon, tout le monde, tout de suite, a parlé d'attentats islamistes. Alors même qu'on a appris le 30 octobre que les différents services antiterroristes en charge de l'enquête n'ont trouvé aucun lien entre Harpon et les organisations terroristes et ne privilégient plus la piste terroriste. Alors, cette information, elle est très importante parce qu'il faut rappeler que c'est à partir de cet acte que le gouvernement a déclenché une vraie campagne islamophobe en appelant à une société de vigilance contre la radicalisation, c'est-à-dire une société de la délation à l'encontre des musulmans. Et il ne faut pas oublier aussi le cas de Adama Traoré, qui a subi un lynchage médiatique. Il a été arrêté, placé en garde à vue, son domicile a été perquisitionné pour soi-disant apologie du terrorisme, alors qu'il avait simplement appelé à une manifestation pour exiger la vérité sur le cas de Mickaël Harpon, et que, au final, il avait raison. Alors, est-ce qu'on entre là, est-ce que c'est le symbole qu'on entre dans une vraie psychose islamophobe, et que penser aussi de ce traitement, de ce 2 poids 2 mesures dans le traitement des attentats? D'abord, il y a plusieurs remarques. Première chose, c'est un ancien militaire. 2, il avait un port légal de possession d'armes qui n'a jamais été retiré alors qu'il était candidat du Front National lors des cantonales de 2015, alors qu'il avait soutenu Éric Zemmour en 2015, qu'il était connu, coutumier du fait d'avoir, sur les réseaux sociaux, d'avoir une idéologie raciste, et pour autant, il n'a jamais retiré son permis de port d'armes. Pensons le cas, parce que ça c'est intéressant, regardons le cas de l'exclusion des bagagistes de Roissy en 2006 de leur permis d'accès aux aéroports par la préfecture de Saint-Denis. D'un côté, on a invoqué le principe de précaution, qui est un principe raciste concernant les musulmans, et de l'autre côté, on a des faits avérés. C'est-à-dire, les bagagistes de Roissy, on leur a demandé, est-ce que vous mangez halal? Est-ce que vous serrez les mains des femmes? Est-ce que vous faites des prières? Est-ce que vous faites l'obligation du Hajj? Est-ce que vous faites le Ramadan? C'est-à-dire des questions qui relèvent tout simplement... Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes des musulmans, tout simplement? Donc, d'un côté, on le retire, c'est-à-dire on les engage dans une mort sociale. De l'autre côté, on a un candidat du Front National connu pour ses thèses racistes, et pour autant, la préfecture ne lui a jamais retiré son permis de port d'armes. Deuxième élément aussi à souligner, c'est la présence gouvernementale, où il était, même le jour après les attentats. Qui était présent? La sous-préfecture, le sous-préfet de Bayonne,
le préfet des Pyrénées, plus un secrétaire d'État qui était anciennement un sous-préfet de Bayonne. Mais sinon, il n'y avait aucun déplacement de ministre, alors que la chose, elle était très grave. Plus grave encore, c'est la réaction des ministres de l'Intérieur et du culte. Il faut le préciser, c'est le ministre de l'Intérieur et du culte. C'est-à-dire, il a parlé de faits graves, il n'a jamais parlé d'un attentat. Ça veut dire, là, on est dans une situation où l'attentat terroriste est quelque chose de racialisé. Quand c'est les musulmans, etc., pour des faits, tout de suite, avant aucune vérification, on les considère comme quelque chose qui relève d'un attentat et du terrorisme. Et de l'autre côté, on parle de faits graves, on parle en fait d'une altération de capacité cognitive pour essayer d'amoindrir. Et je le dis ça, d'autant plus que dans le contexte local, en fait, il y avait le Front National était coutumier des faits, avec une distribution de tâches entre, d'un côté, l'extrême droite représentée par le Rassemblement national, qui faisait une guérilla judiciaire contre la construction des mosquées, et de l'autre côté, il y avait le bloc identitaire qui était connu par faire des rassemblements et aussi pour faire des tags contre les boucheries halal et contre la mosquée, les Arabes assassins, morts aux musulmans et des choses comme ça. Et tout cela n'aurait été pas possible sans cette offensive raciste qui s'est déployée ces derniers temps contre les femmes qui vont à la piscine, c'est-à-dire toute la polémique entre guillemets concernant le burkini. Par rapport aux filles, soi-disant, qui sont empêchées d'aller à l'école dans les quartiers. Ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui le dit. Et d'autres, c'est-à-dire toute l'offensive de Castaner concernant les signaux faibles de la radicalisation. Ouais. Alors, ces signaux qu'on n'a jamais détectés chez ce meurtrier. Claude Cinquet. Oui, absolument. Tu voulais ajouter Oui, non, mais en fait, moi, je voulais dire un peu une réflexion presque avant de cette occasion précise, c'est que nous, en tant que latino-américains, c'est impressionnant comment est-ce qu'on arrive ici et finalement, la façon qu'on a pour connaître l'autre, pour connaître l'autre culture, particulièrement les cultures de tiers-monde. Et c'est une façon, normalement, avec une stigmatisation qu'on peut la voir un peu partout. Et on n'a pas normalement un rapport direct de connaître et d'avoir un échange entre la façon de voir le monde, la culture, etc. Donc, je voulais dire un peu pour commencer que je suis tout à fait content d'être ici dans la table parce que c'est tout à fait, je sens qu'on est toujours prisonnière finalement d'un échange qu'il a à voir avec le centre du monde et on n'a pas un rapport direct entre nous, une médiation différente. Donc c'est vraiment très important d'avoir tout ça et c'est très important de pouvoir avoir ce type de réflexion autour de la façon comment est-ce que le centre il nous présente au centre. Comment est-ce que l'État français il présente la culture arabe, la culture latino-américaine, quels sont les stigmas qui sont là et alors comment est-ce que nous on peut décodifier ça et pour avoir un échange différent. Donc je trouve tout à fait intéressant et passionnant et je suis très content d'être ici avec vous. Merci. Vas-y, Lisa Quiroz. Non, mais je voulais ajouter sur la question de la rhétorique et des termes employés, cette question-là soulevée autour du mot terrorisme, attentat, etc. Ça aussi, on le retrouve ailleurs, hein, enfin, en tout cas pour nous en Amérique latine, au Pérou durant le conflit armé ou en Colombie aussi durant les années du conflit armé. C'était aussi une rhétorique employée par l'État justement pour criminaliser tous les opposants et c'était exactement la même chose. On était dans un contexte où, parce qu'on militait, on était déjà soupçonné, voire carrément accusé et emprisonné avec ce chef d'accusation sans aucune preuve forcément. Et la même chose pour le terrorisme. En fait, au Pérou, on continue de parler de période et de la responsabilité des terroristes, alors que sans définir et en ciblant un groupe, le groupe des opposants, en fait. Voilà. Oui, Rania. Je voudrais dire quelque chose. D'abord, je vais rebondir sur la question. Finalement, l'appellation de terroriste, comme on le sait tous, c'est un apanage de pouvoir, c'est toujours une appellation unilatérale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appelle, l'autre ne se reconnaît pas forcément, il n'y a aucun groupe, comme le dit très bien Joseph Massad,
de ceux qui ont été appelés terroristes, qui a dit moi je suis par exemple le groupe terroriste tel. Donc c'est toujours une appellation du pouvoir, c'est toujours une appellation unilatérale de celui qui a le pouvoir de nomination et de définition. Ça, sur la question de l'attentat contre la mosquée de Bayonne, je voudrais dire que d'abord la France, elle a connu ce genre de pratique, elle a connu ce genre de... Pas forcément de la même manière, mais moi, cette affaire me rappelle aussi les tontons flingueurs des années 70-80, des gens, des Blancs qui se permettaient de tuer des Arabes par simple suspicion. Et j'ai lu récemment une phrase d'une journaliste afro-américaine qui m'a semblé vraiment correspondre à la situation actuelle. Elle parlait en l'occurrence de lynchage et elle parlait du continuum entre les corpuscules, les foules qui font le lynchage et la police. Elle parlait d'un continuum, une sorte de partenariat entre le public et le privé. Ben, nous aussi, on est dans un même cas de figure. Il y a un racisme d'État institutionnalisé, qui a des figures, qui a des institutions, qui a des lois. Et ces individus et ces groupes violents et racistes qui agressent des musulmans, bah, ils s'inscrivent dans ce continuum. C'est sa facette privée. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter aussi, il y a la responsabilité de l'État bien sûr, mais il y a aussi la responsabilité de tous les groupes et les organisations qui se disent épris de liberté, de justice, de fraternité. Quand à l'université d'été de la France Insoumise, qu'on a un intellectuel organique de cette même organisation se dit qu'on a le droit d'être islamophobe, on voit ce que ça signifie réellement, comment elle est reçue, ce genre de déclaration. Cette volonté à chaque fois de dériver le débat, comme si la question de l'islamophobie n'est pas une question très importante. Et j'ajoute qu'on doit éviter sur ce point-là plusieurs pièges. Un des pièges, c'est considérer que le problème, ce n'est pas juste le voile, mais le vrai problème, c'est qu'il faut s'intéresser aux vraies questions, à savoir le chômage, la retraite, et ainsi de suite. Non, la question de l'islamophobie, la question du racisme est une question fondamentale, parce qu'il est constitutif des structures sociales sur lesquelles s'est fondée, que ce soit la 4e, la 3e République, et même auparavant. Oui, ce n'est pas un simple écran de fumée. Ce n'est pas un simple, ce n'est pas une diversion. Et on doit faire attention à chaque fois d'utiliser ce genre d'argumentation qui sont nuisibles pour nous. C'est-à-dire qu'on doit considérer, parce qu'il y a un lien entre l'islamophobie et le chômage. Il y a un lien entre les discriminations concernant le salaire et l'islamophobie. Il y a un lien entre la négrophobie et l'islamophobie et les violences policières. Toutes ces choses-là sont liées. On n'a pas le droit, nous, en tant que militants, de vouloir les segmenter et les balkaniser. En tout cas, ce n'est pas l'esprit des mouvements décoloniaux. Alors, pour terminer cette revue d'actualité, on va parler d'une troisième info. Et pour ça, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va apparaître à l'écran, là, et on la commente juste après. Alors, elle va arriver. Elle apparaît là aussi. Ah, je pense, oui. Je pense. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois que vous êtes en colère. Là, je suis en colère. Si, vous... Mais non. Si. Bon. Je suis en colère, je suis en colère. À partir de là, attention là, qui ça te connaît pour te dire ici? Moi, il vient d'apprendre moi là. On me soupe alors. J'appelle le président, on va monter ici. Donc là, ouais. Le président là. Moi, on prendra la même vidéo, comment? La même vidéo, comment pour les trucs, ça là, ça c'est rien ça? Eh, la presse, ça c'est rien ça? Sérieux? Même j'ai ça, mais respecte moi comme président. Vous êtes là qui me fait. Respecte moi, tous les présidents, mais pas pour tout la poubelle. C'est de la radio. De la radio. Ça c'est quoi? C'est la radio quoi? Comprends là? Non mais, attendez. Vous faites un cinéma. Quel cinéma? Nous qui m'ont pas moi, c'est Je cinéma. parle depuis tout à l'heure avec l'ensemble de vos collègues. Ça le gars, ça j'ai rien à faire pour de vrai le gars. Ce qu'a fait le gars là, la main. Le gars, ce qu'on fait, j'ai rien à faire mon frérot. Me respecte toi ou même mon frérot.
Alors, comme vous l'avez vu, c'est le président Emmanuel Macron. En face d'un jeune réunionnais, vous avez sûrement reconnu le mépris et le ton paternaliste de Macron, contre lequel le réunionnais ne s'est pas laissé faire. Il a d'abord dégagé la main et il a traité Macron de sale gars. Donc, cette scène, elle est assez symbolique de la façon dont les réunionnais ont reçu la visite... ah oui, pardon. Voilà. Et on va éviter le... Donc, dans la façon dont les Réunionnais ont reçu la visite présidentielle, il y a eu de fortes protestations de la part des Réunionnais et les forces de l'ordre ont usé de violence pour disperser ces manifestants afin que Macron puisse poursuivre sa visite. Et depuis, il y a eu plusieurs révoltes au point que le préfet avait déclaré renforcer les mesures de sécurité. Il faut dire que sur l'île de la Réunion, le taux de chômage des 15-29 ans atteint 42% et la vie y est démesurément chère. Donc, quelqu'un a une réaction face à ce qui illustre un peu la perpétuation coloniale de la France? Hamzat? Non, mais je pense que bon, déjà, Macron, avant d'aller à La Réunion, est passé aux îles Glorieuses, oui, où il a dit ici c'est la France, en sachant que c'est précisément des îles qui sont contestées, pour lesquelles la France est devant les instances internationales réclamées par Madagascar avec les îles Éparses. Donc il arrive à La Réunion, qui est le territoire français hors d'Europe le plus important d'un point de vue démographique, qui est une base très importante pour la France. Donc il devient en maître, en colon. Et bon, c'était prévisible parce que la situation à La Réunion est effectivement très, très difficile. Je crois qu'il y a eu un mouvement de gilets jaunes locaux qui n'a rien à voir avec celui d'ici, qui était très particulier. Et donc il y a aussi sans doute une volonté de la part de Macron, de Jupiter, de montrer qu'il maîtrise le terrain, mais bon, manifestement non. Manifestement non. Donc, enfin, moi je ne suis pas surpris par ce type de vidéo, en sachant que la visite a quand même été effectivement très policée. La Réunion est l'île qui est la plus militarisée, c'est la colonie la plus militarisée de la France. Voilà, c'est une colonie qui a une histoire très particulière et qui est vraiment une base vraiment du colonialisme français, très particulière. Donc, voilà. Mehdi, en fait, d'abord, il a visité Mayotte, qui est une colonie française, afin de continuer son offensive contre l'immigration. C'est-à-dire le considérer comme un laboratoire. Mais un laboratoire contre qui? Les immigrés, c'est qui? En 90%, c'est des Comoriens. C'est-à-dire c'est leur propre terre. Et c'est contesté, y compris par l'ONU. C'est-à-dire la France n'a jamais respecté, en fait, l'autodétermination du peuple comorien. Et en même temps, c'est-à-dire cette lutte contre l'immigration, ces immigrés qui viennent à Mayotte, c'est-à-dire c'est leur propre territoire. C'est-à-dire il faut savoir que les frontières de la France, c'est pas seulement la France. Les frontières de la France, c'est en Amérique, c'est en Afrique, c'est dans d'autres endroits du monde. C'est pour cette raison que la perception de la France ne doit pas seulement juste mesuré à la lumière de l'Hexagone, mais c'est beaucoup plus large que cela. Et c'est en cela que c'est une puissance coloniale, impériale, qui a entre autres, c'est-à-dire par rapport à cette offensive contre l'immigration sur l'envigier, c'est-à-dire la volonté de maintenir le régime des frontières, qui est un régime d'apartheid qui permet à une population, notamment les Blancs, de pouvoir circuler librement dans le monde et permet aux capitaux de pouvoir circuler sans entrave et en détruisant la souveraineté des peuples et en même temps à vouloir construire des murs qui tuent, qui assassinent un peu partout, comme on le voit en Méditerranée. Sachant aussi que son attaque sur l'immigration clandestine à Mayotte était aussi islamophobe, dans le sens où l'immigration est surtout comorienne, il disait que c'était ce qui permettait à l'islamisme radical, je le cite, de rentrer par petits bouts. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un point sur... Je veux juste rajouter que, en plus de cette position coloniale, il y a aussi une action, une stratégie aussi de division, parce que ce qui fait aussi, c'est qu'on va séparer les populations entre ceux qui ont le droit ou le privilège d'avoir, par exemple, un passeport français, et les autres qui sont considérés comme encore plus subalternes. Et du coup, c'est quelque chose qui favorise la division et l'affrontement au lieu de pouvoir organiser plutôt des mouvements collectifs. Donc ça aussi fait partie de cette forme de colonialité du pouvoir qui s'organise, qu'on voit très bien. Mais, et puis pour finir, je voulais remarquer quand même qu'il y a une résistance, parce que ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que
ces hommes, ces jeunes hommes refusent. Enfin, il y a quand même une distance. Enfin, il y a quelque chose. Ils n'acceptent pas passivement, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de la vidéo. Ouais, elle est symbolique cette vidéo. Bon, on en reste là pour... On peut dire bien fait pour sa race. On peut. Voilà, ça sera le mot de la fin de la revue d'actualité. On passe tout de suite au débat. Algérie, Bénin, Chili, Liban, Togo, Uruguay, Irak, Haïti, etc., etc. La liste des pays du Sud connaissant un soulèvement populaire ne cesse de s'allonger, et le slogan « Le peuple veut la chute du régime » peut s'entendre maintenant dans tous les continents, scandé par des peuples qui prennent la rue pour manifester leur colère et leur envie de changement. Alors que nous connaissons une période de crise, que ce soit économique, écologique ou même identitaire, avec la montée de l'extrême droite et de l'ultracapitalisme de plus en plus mortifère, ces soulèvements semblent présenter un vrai souffle d'espoir, une voie à suivre pour échapper à la barbarie qui vient. Alors nous pourrions même rêver du Sud comme l'épicentre de la révolution mondiale à venir. Et pour pouvoir commencer à en rêver, on va commencer à en parler entre nous. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pour vraiment poser les termes du débat, c'est de savoir comment vous qualifierez la période actuelle. Est-ce qu'on peut parler d'une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire, ou alors une période insurrectionnelle, ou simplement une période mouvementée politiquement? Qui veut commencer? Moi, je dirais que moi, en tout cas, je ne suis pas sociologue. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les débats. Qu'est-ce qu'une révolution? Je pense qu'on s'inscrit de fait dans un processus révolutionnaire, une deuxième phase de ce processus qui s'est déclenché avec les révolutions arabes, et que de toute façon, pouvoir dire que c'est des processus révolutionnaires, ça fait partie aussi de cette volonté de réalisation. Donc moi, je dirais que c'est des processus révolutionnaires, et c'est un parti pris politique aussi. Oui, moi, je ne sais pas si on peut encore parler, mais c'est un processus révolutionnaire, je suis d'accord. Je ne sais pas si là, en tant qu'historienne, je peux déjà le nommer ainsi. Pour moi, c'est aussi, en tant qu'historienne, justement, sur le temps long, je vois plutôt une réaction vraiment de ras-le-bol, réaction contre l'ultralibéralisme qui a régné en maître depuis 30 ans, et qu'on a donc 30 ans où il y a eu vraiment une politique extractiviste jusqu'au bout de tout point de vue, c'est-à-dire culturel, économique, social, d'exploitation, et que là, on arrive quand même à des peuples qui disent stop, en fait, globalement. Donc, en effet, un processus peut-être qui s'engage révolutionnaire, je ne sais pas si... alors, en tout cas, de résistance très forte, et de contestation de ces politiques qui ont été placées comme le dogme, le seul possible. Par exemple, je pense à l'Amérique latine, en disant que c'était les seules solutions. Les politiques d'ajustement mises en place dans les années 90, c'était la seule solution pour vaincre la pauvreté, le chômage, etc. Pas d'alternative. Et voilà, qu'il n'y avait pas d'autre alternative, et que là, on est à un moment où c'est plus possible, on ne peut plus tenir, et que ça explose un peu partout. Et oui, moi je voudrais dire un peu dans le cas latino-américain, parce que celle que je connais le plus est vraiment, encore une fois, je suis très content de vous entendre, parce que c'est absolument important d'échanger les opinions des différents pays du monde. C'est que, à mon avis, quelque chose qui est très important, c'est que, disait Liesel, c'est que la doxa néolibérale, depuis le consensus de Washington, et qu'il était tellement fort, en tout cas dans le cas latino-américain, dans différents pays, et il a eu son meilleur moment dans les années 80-90, et que depuis là, dans le cas latino-américain, on a vécu des différentes réactions, mais que les différentes réactions, ils sont avec trois caractéristiques, à mon avis, il faut le dire. D'abord,
c'est avec des différentes vitesses. Donc, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans un pays. Dans un pays, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe dans d'autres pays. Donc, la vitesse, c'est tout à fait différent. Ce qui s'arrive maintenant au Mexique, c'est tout à fait différent de ce qui s'arrive maintenant en Argentine, c'est différent de ce qui s'arrive maintenant en Bolivie. C'est complètement différent. Donc, c'est vraiment la vitesse de la réaction, il faut l'analyser toujours un peu par pays. La deuxième chose, c'est que les caractéristiques de la réaction sont complètement différentes. Parce que là, dans un pays comme la Bolivie, qui est un pays surtout indigène, et il a eu une réaction dans un moment, mais après dans d'autres moments. Dans l'Uruguay, c'est complètement différent, c'est tout un autre pays, dont les réactions sont quand même aussi différentes, dans le Mexique aussi, etc. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que les réactions assez doxanes et néolibérales, c'est aussi contradictoire. Donc, et c'est très contradictoire parfois. Et dans le cas bolivien, on peut revenir pour faire des comparaisons. Par exemple, le pays le plus extractiviste qu'on a maintenant, c'est le pays, c'est la Bolivie, qui est avec les gouvernements, disons, de gauche. Donc, c'est un extractivisme clair, pur et dur, mais en disant que c'est un pays socialiste. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est extractivisme, c'est socialiste. De quoi on parle? Donc, je veux dire, c'est avec beaucoup de contradictions dans chaque pays, et il faut voir chaque expérience avec ce type de grille d'analyse, parce que sinon, on risque de... Et malgré ces différences qu'on peut trouver dans chaque situation nationale, est-ce qu'on peut quand même trouver un point commun dans tous ces soulèvements? Est-ce qu'il y a une sorte de fil conducteur permettant de les relier? Est-ce qu'il y a une sorte de cause commune? La cause commune, je crois que c'est l'émancipation des peuples. Je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de la démocratie, du pouvoir populaire, des contradictions du capitalisme et de l'impérialisme, le rôle des oligarchies qui est de plus en plus insupportable, et que du coup un certain nombre de peuples n'ont plus rien à perdre. Je pense notamment au peuple haïtien qui se bat depuis un certain temps contre tous les malheurs du monde et contre toutes les oligarchies coalisées du monde. Dans le contexte des pays africains, on est encore aussi sur des enjeux de conquête d'une indépendance, seconde indépendance par rapport à des systèmes qui sont coalisés. Donc c'est toujours, encore une fois, la période de reconfiguration de la France-Afrique qui permet aussi des petites opportunités depuis la chute de Blaise Compaoré au niveau du Burkina Faso, qui était un peu le parrain d'un certain nombre de régimes, ce qui a cédé la place à d'autres formes de déstabilisation dans cette région-là. Au niveau d'États comme la Guinée ou même le Bénin, on est sur des processus politiques beaucoup plus classiques qui est lié en fait à des forces politiques qui passent leur temps à déterminer le temps qu'elles passeront au pouvoir plutôt qu'à régler les problèmes des populations. Donc il y a un ras-le-bol général. Il y a également de nouvelles générations différemment mobilisées et organisées qui arrivent à faire connexion et convergence. Par exemple, au Sénégal, on a fait une très grande marche en soutien aux Guinéens qui se battent contre le projet de troisième mandat d'Alpha Condé. Puis en même temps, on a de la part de ces dirigeants des mesures différentes. Alors certains démissionnent, comme au Liban, d'autres restent et essayent de calmer les choses en faisant des promesses, et puis d'autres, à mon avis, sont en sursis aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut jauger à la fois la résistance et la réaction. On est vraiment dans des cycles. À un moment, l'Amérique latine a basculé d'un côté, peut-être que là, elle rebascule, etc. Dans le cas des États africains, on a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent, mais elles sont très réduites. Et je pense qu'il ne faudra pas les manquer. Oui, bien sûr. Alors d'abord, concernant par exemple le Moyen-Orient, si on prend la question du Moyen-Orient, il faut savoir qu'on est dans la région la plus inégalitaire au monde. C'est-à-dire la deuxième région la plus inégalitaire, c'est l'Afrique du Sud, c'est-à-dire c'est tout l'héritage de l'apartheid. Après, sur le Brésil, c'est tout l'héritage de l'esclavage. Et les États-Unis. Donc, en fait, on est dans une région où 10% des riches détiennent 65% des richesses des pays. C'est pour donner un ordre de comparaison. En Europe, c'est l'ordre de 37%. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 47%. Donc, on est dans une région très inégalitaire. Deux, c'est un processus révolutionnaire qui rompt avec une vision orientaliste, coloniale, comme quoi nos peuples, c'est des peuples stables, soumis, qui font juste de la répétition de l'histoire. Non, justement, même si les prétextes sont des questions liées à la question de l'énergie, comme en Équateur,
comme la question des transports, comme aussi comme la question de la télécommunication. Au Liban, la question fondamentale, c'est qu'ils remettent en cause la question du régime lui-même. C'est un régime qui a été maintenu par plusieurs circonstances, qu'elles soient le néolibéralisme. En fait, c'est-à-dire dans le monde arabe, c'est-à-dire on a 2 ou 3 systèmes un peu différents. Soit on a des monarchies régnantes, soit on a des systèmes militaro-sécuritaires. Mais tous, ils ont pour point commun une privatisation des ressources de l'État et de leurs ressources de la société. Et donc, du coup, on n'est pas seulement dans la première phase révolutionnaire, c'est-à-dire la première phase, c'est à partir de 2011, mais on est dans la deuxième phase révolutionnaire, après une contre-révolution qui avait, par exemple, le coup d'État en Égypte, le retour de certaines anciennes figures, comme en Tunisie, le Beji Khalid Sebsi, en 2014, il a été réélu alors qu'il représente une partie de l'ancien régime. Donc, on est une deuxième poussée. Et comme je dis, il pose la question de l'indépendance. On l'a vu avant-hier en Algérie. C'est la source d'inspiration, c'est le combat anticolonial. La deuxième chose, c'est qu'ils voient leur propre État comme des États qui perpétuent la domination coloniale et la volonté d'une vraie indépendance avec un contenu nouveau sur plusieurs aspects sur lesquels on va revenir peut-être. En parlant de domination coloniale, quand on regarde les pays, on a des pays qui sont très symboliques. On a par exemple le Chili avec l'histoire des Chicago Boys. On a l'Irak qui a été dévasté par l'impérialisme. On a Haïti qui est vraiment ce symbole-là, qui a dû payer pour son émancipation. Est-ce qu'en Amérique latine aussi, il y a cette question-là de la domination coloniale dans les manifestations? Ça dépend où exactement, ça dépend des contextes. C'est pas la même chose l'histoire de l'Uruguay et de la Bolivie en termes de population et donc de colonisation. Maintenant, je pense que ce qui est plus présent en Amérique latine, c'est ce qui apparaît, c'est aussi ces inégalités. La question, c'est aussi un continent très inégalitaire. Le Chili, malgré, il a été vendu comme un pays qui a vécu un miracle économique, diminution, enfin croissance du PIB et diminution de la pauvreté, mais c'est un des pays les plus inégalitaires. Le premier pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Oui, de l'OCDE. Des membres de l'OCDE. Bon, il est un peu dans la région, c'est un peu la même chose au Mexique, au Brésil. Enfin, c'est pas non plus. C'est tout le continent qui est très inégalitaire. Et je pense que là, par exemple, la question des oligarchies, elle se pose en Haïti, elle se pose aussi au Chili, elle se pose dans d'autres pays. C'est-à-dire une concentration. Les populations voient qu'il y a eu un enrichissement systématique et depuis des décennies qui a profité essentiellement à certaines familles, à certains groupes qui se sont vraiment consolidés, qui ont consolidé le pouvoir et où la répartition de la richesse, elle n'a pas été équitable pour tout le monde. Donc ça aussi, par exemple, au Chili, c'est le cas. C'est pas le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. C'est étonnant. C'est pour ça que ça étonne justement qu'il y ait ce soulèvement. Or, c'est parce que les inégalités, les structures vraiment sociales sont posées. Et pour finir avec le Chili, la question, par exemple, coloniale se pose non pas pour la majorité des manifestants, mais pour les Mapuches, qui est le peuple autochtone qui a résisté depuis le XVIe siècle et qui est vraiment est complètement soumis aux politiques néolibérales, extractivistes, etc. Et qui sont, pour eux, oui, la question se pose. Et les récentes manifestations aussi ont mobilisé beaucoup de Mapuches dans le sud contre justement le régime colonial par exemple, pour eux, en jetant à bas les statues représentant les conquistadors du Chili. Oui, moi, en fait, quand on voit, si je reprends la question de qu'est-ce qu'il y a en commun avec tous, je vois plusieurs choses, même si je ne connais pas du tout, je n'ai jamais été en Afrique, jamais été
Et dans le monde arabe, j'aimerais bien, c'est quelque chose que je dois absolument le faire dans un moment. Mais c'est d'un côté l'impérialisme, ça on n'a pas discuté beaucoup, mais l'impérialisme, je sais pas, j'imagine qu'un peu chez vous, c'est un peu comme chez nous. L'ambassade américaine, elle est toujours là, et toujours on est tout le monde face à l'ambassade. En Bolivie, maintenant, il n'a plus d'ambassade américaine, ça c'est bien. C'est quelque chose qui a fait bien Evo Morales. Mais quand on voit un peu toutes les manifestations du monde, on voit toujours qu'on est face à l'ambassade américaine et qu'on fait des manifestations là. Donc la présence impériale des États-Unis, c'est pas n'importe quoi, et c'est toujours présent. La deuxième chose, c'est la question du colonialisme que vous venez de dire. C'est absolument important, parce que là, quand on voit certaines conditions de la vie de ce qu'en Amérique latine on appelait le colonialisme interne, donc, quand on voit comment est-ce que la question coloniale, c'est pas seulement une question qui vient mais qui sont de reproduction à l'intérieur du pays. Quand on voit comment est-ce que ça passe ça en Bolivie, et on voit comment est-ce que ça passe ça en Algérie, par exemple, pour voir quelque chose, ou dans d'autres pays, on voit qu'il y a vraiment une question interne et qu'il y a quelque chose très, très, très commun entre cette expérience et la nôtre. Quand on voit la question de la puissance de mouvements sociaux, quand on voit vraiment la puissance de mouvements, moi je vois la puissance de mouvements sociaux indigènes, de différentes sortes, au Mexique et en Bolivie, et quand on voit ça dans d'autres pays, on voit vraiment qu'il y a un peuple que ça bouge. Et finalement, la question culturelle, quand on voit vraiment la question culturelle, qu'il est vraiment un capital complètement important dans chaque pays, c'est impressionnant. Donc là, au moins, on a 4 dimensions dans lesquelles on est très, très, très commun. Bon, et par rapport à Chili, je peux revenir après. Oui, donc je voulais revenir sur ce qu'a dit Mandy. Bien dans le micro. Oui, justement, ce qu'on montrait, d'abord, ces mobilisations dans les pays arabes et dans le Sud en général, ils cassent avec l'idée de l'apathie politique des peuples arabes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font preuve d'un activisme politique énorme. Ils déforment aussi d'organisation, que ce soit d'organisation de manifestations ou de sit-in ou même de montage de projets, et ainsi de suite, et qui prouve un vrai dynamisme et une vraie pratique démocratique, si tu veux, qui n'est pas tributaire des clichés ou des mesures de la démocratie occidentale, qui s'expriment différemment et qui se pratiquent différemment. Il y a aussi quelque chose que je voulais souligner, c'est aujourd'hui, ces mobilisations, elles viennent aussi contre des États, donc c'est des gens qui manifestent contre leur propre État. Et moi, je pense que par rapport à la question de la colonialité de pouvoir, ces États, ils portaient en eux-mêmes les raisons de leur faiblesse actuelle, les possibilités de leur dépérissement. Parce que, d'une part, ils sont presque des États privés, dans le sens où l'État, ces États-nations ne sont pas la traduction de la conscience nationale qui a mené les peuples à la libération. Ils sont vraiment sa mutilation, plutôt sa mutilation. C'est des familles, c'est une économie de la rente, c'est un accaparement des ressources naturelles, c'est une bourgeoisie comprador, comme on utilise le terme. Nous, on dit plus facilement de bourgeoisie sous-traitante, qui ne produit rien et qui ne partage rien en plus. Donc, il y a d'abord ces raisons. Il y a aussi le fait les différentes politiques d'ajustement structurel, des politiques d'austérité, parce qu'on le voit au Liban, comme on le voit en Tunisie, comme on le voit ailleurs. Cette question de l'austérité et des pauvres qui doivent payer justement le prix de cette austérité, elle est présente pratiquement dans plusieurs de ces mobilisations qu'on a évoquées. Après, la question coloniale, même si elle peut ne pas être dite d'une manière explicite, elle est présente dans tout cela, parce que quand on parle de l'FMI ou des politiques de la Banque mondiale, quand on parle des dettes, des poids des dettes, quand on parle justement des monopoles des richesses et de l'accaparement des ressources naturelles, il y a toujours l'Occident qui est derrière. Il y a toujours, pour vendre un produit, il faut un acheteur.
Et pour voler un produit, il faut quelqu'un qui le vole. Et c'est toujours cet Occident qui peut ne pas être visible à première vue, mais qui est là et qui est très présent, même pour influer les dynamiques internes dans nos pays. Vous avez dit que c'est aussi une contestation contre les États. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans le Chili, il y a plus une politique néolibérale qui a été menée, mais on voit qu'il y a aussi des contestations contre des personnes qui représentaient un peu un espoir pour la gauche et notamment pour l'altermondialisme. Par exemple, Evo Morales, tu es spécialiste de la Bolivie. Il y a aussi une crise de ces gauches-là, Evo Morales, qui est assez contestée en ce moment même par rapport aux élections. Comment on peut expliquer ça? Absolument. Non, oui, absolument. Ça, c'est d'une actualité terrible, parce que maintenant, dans ce moment-là, on est en Bolivie dans une tension terrible. Bon, je ne veux pas rentrer beaucoup dans les détails, mais finalement, le problème, c'est qu'on a vécu en Bolivie un moment d'espoir très important, et c'est pour ça que je disais de vitesse et de chaque expérience, parce qu'on a vécu d'abord un moment de l'expression de mouvements populaires dans l'État, et donc dans la construction d'une logique d'État, et donc avec une politique d'État formidable, anticolonialiste, avec un programme de décolonisation très important, avec un programme de revenir avec les sources naturelles et pour le pays, donc de redonner à l'État un poids très important dans l'économie, avec un programme de lutte contre l'inégalité très, très, très impressionnant. C'est un des pays dans lesquels on a vécu dans 10 ans la construction d'une classe moyenne très, très importante, et avec donc la redistribution tout à fait importante, et avec une économie tout à fait stable. Donc on dirait que c'est parfait. Mais le problème, c'était qu'on n'a pas du tout fait une agenda vraiment autour de la question de la nature, par exemple. Et il est toujours un gouvernement absolument écocide. Et aussi que la gestion politique, il était tellement mal géré que finalement, il a eu il s'est détruit lui-même et que maintenant il veut rester dans le pouvoir. Donc on est vraiment dans la pire des situations. Il a perdu toute l'appui et parce que vraiment il a voulu rester là. Donc ça c'est les problèmes, c'est vraiment la décomposition d'un projet qui dans un moment il était un projet absolument avec beaucoup d'espoir et que maintenant il devient comme un projet complètement normal, disons, de toute la droite, de ce qu'on a vécu. Donc c'est terrible parce qu'on peut voir comment est-ce qu'un projet qu'il était avec beaucoup de force, beaucoup d'importance et avec des initiatives très importantes, il peut quand même devenir dans un projet vraiment avec beaucoup de critiques. Donc c'est ça le problème qu'on a. Hamzat, là on parle beaucoup par exemple du monde arabe, de l'Amérique latine, mais on parle beaucoup moins par exemple de l'Afrique subsaharienne. On a l'impression que c'est beaucoup plus calme, mais pourtant ça a l'air d'être seulement une impression qu'on a ici en Occident, parce que ça bouge aussi par exemple au Togo, au Bénin. Comment on peut expliquer que ça prenne moins d'importance chez nous? Écoutez, parce qu'on a des régimes qui sont vieillissants, des régimes qui durent vraiment longtemps. Dans le cas du Togo, c'est la même famille depuis plus de 50 ans. Le Gabon, ça continue toujours à bouger, même si là, ça s'est un peu calmé autour de leur président fantôme. Dans le cas du Bénin, c'est pareil, c'est une crise politique qui est liée au fait qu'on a un homme d'affaires, l'homme le plus riche du pays, qui a pris le contrôle politique. Donc c'est le rôle de ces oligarchies qui lient leurs intérêts financiers à la gestion de l'État. Dans le cas de la Guinée, c'est un ancien opposant historique qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui a été soutenu par la gauche, par Kouchner et Bolloré. Donc on est aussi dans des vieilles magouilles bien connues, malheureusement, qui ne changent pas trop le regard du point de vue, on va dire, des anciennes colonies françaises. Après les mouvements, les convulsions que l'on a pu voir, par exemple, au Soudan, où quand même Omar al-Bashir est parti, ou même dans d'autres pays où les choses bougent, se font de manière, je dirais, plus stratégique, parce qu'on est aussi dans des espaces qui sont quand même très impactés par la reconfiguration des impérialismes en Afrique, où il y a des jeux de pouvoir qui sont quand même beaucoup plus denses
et desquels les peuples sont beaucoup plus éloignés. En revanche, il y a toute une jeunesse, il y a toute une dynamique générationnelle qui est très importante. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut s'interroger. Beaucoup de jeunes veulent transformer l'Afrique aujourd'hui, ils sont prêts vraiment à s'organiser. Mais le véritable problème, la véritable question, c'est la prise du pouvoir. Parce que c'est très bien de faire des révolutions, de sortir dans la rue, etc. Mais il faut prendre le pouvoir. Et dans l'un des derniers cas, qui est celui du Burkina Faso, on a vu des jeunes faire partir l'un des pires tyrans de l'histoire, l'assassin de Thomas Sankara, Compaoré, qui est parti se réfugier chez ses amis, exfiltré par la France, mais les jeunes, les citoyens, puis les autres, n'ont pas été en capacité de prendre le pouvoir, qui est retombé dans le giron de l'ancienne classe dirigeante dissidente. Donc c'est ça, en fait, comment on s'organise d'un point de vue politique pour prendre le pouvoir et pour faire des vraies révolutions, parce que la révolution, c'est le changement d'un système. C'est juste faire partir un tyran pour permettre à d'autres vieux opportunistes de s'installer. Ce n'est pas ça. Donc il y a, je dirais, sur le continent africain, en tout cas en Afrique subsaharienne, des situations qui sont assez diverses et variées. Donc les situations figées des vieux impérialismes de la vieille France-Afrique, et puis d'autres situations beaucoup plus volatiles qui peuvent donner naissance à des choses originales et inédites. Tu vas pouvoir peut-être répondre. Non, en fait, c'est juste par rapport à la question, il y a un silence, pas seulement sur ce qui se passe en Algérie, par exemple, est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui se passe à Haïti, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et justement, parce qu'ils remettent en cause un ordre impérial, racial, néocolonial, on ne parle pas beaucoup dans les médias, d'une manière générale, de la situation. Parce qu'il faut quand même imaginer, c'est-à-dire, ce sont des mouvements qui arrivent, en fait, à inverser la tendance. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, ils ont réussi pour le moment à faire en sorte d'annuler 2 élections présidentielles. Le 5e mandat de Bouteflika, plus l'autre qui était prévu au mois de juillet. Des hommes d'affaires qui sont en prison. Une partie des clics au pouvoir qui sont en prison. Et en même temps, dans cette deuxième phase révolutionnaire, ils ont essayé d'éviter un certain nombre, entre guillemets, pas d'erreurs, d'expériences révolutionnaires. C'est-à-dire le piège, par exemple, de la violence. Non pas que la violence n'est pas libératrice, ne peut pas être intéressante, mais dans le contexte actuel, et surtout dans une zone qui est saturée d'interventions contre-révolutionnaires mondiales, impériales, ils font maintenant, en tout cas dans cette phase-là, le choix de la non-violence. Deuxième chose, c'est qu'ils évitent aussi le piège de l'armée comme une solution. C'est-à-dire que ça soit... c'était le piège, par exemple, qui a été en Égypte. C'est-à-dire l'armée a joué un rôle contre-révolutionnaire au début et s'est présenté comme étant un élément à l'extérieur du pouvoir de Moubarak. En tout cas, cette solution, elle est refusée. Deuxième chose, c'est qu'ils refusent aussi, en fait, pour eux, en fait, le conflit dans cette phase-là, c'est entre gouverneurs, gouvernés. C'est entre les Awali d'un côté et en fait les gens, les possédants. Et ils refusent en fait d'autres usures. Islamistes versus laïcs, arabophones versus berbères. La question de genre homme-femme. Non pas que ces questions n'ont pas leur importance, mais dans cette phase actuelle, ils préfèrent garder un bloc historique face à un pouvoir qui ne s'est pas encore disloqué. Et l'exemple parfait, c'est sûrement le Liban, qui est vraiment le pays symbole du multiconfessionnalisme, qui a là réussi à... Oui, le sectarisme, c'est-à-dire ce qui se passe en Irak, par exemple, à Bagdad, au sud de l'Irak, c'est-à-dire le sectarisme, et je sens qu'en fait un reflux des sectarismes et un retour à une identité un peu qui transcende un peu les communautés. Parce qu'il faut savoir que les guerres civiles, les guerres sectaires et les guerres entre guillemets religieuses étaient en fait dans cette phase néolibérale une vaste opération d'accumulation primitive du capital par dépossession, mais à qui on lui a donné, accolé des versions, c'est une guerre civile, c'est une guerre sectaire, etc. Il faut un jour ou l'autre, les décoloniaux, en tout cas les révolutionnaires, ils vont réécrire l'histoire de ce processus révolutionnaire d'une autre manière
tel qu'il est présenté dans les médias dominants, en tout cas en Occident. Et tu parlais d'organisation. Est-ce que dans les points communs à tous ces soulèvements, on ne peut pas aussi parler de la forme, c'est-à-dire du fait que ça se mobilise en dehors des cadres partisans? Est-ce que c'est un peu un point commun dans tous les... Pour l'Amérique latine, oui, c'est le cas, justement, des mobilisations qui sortent du cadre institutionnel, des partis traditionnels, voire des syndicats, et qui réunissent... Oui, des citoyens lambda, oui. Enfin, et la question, est-ce que c'est parce que comme l'a dit Asma tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Après, oui, on n'a pas le sujet, mais après, par exemple, si on prend l'exemple... Le micro, Rania. Si on prend l'exemple soudanais, le Soudan, c'est aussi une très longue expérience d'organisation. Et le Soudan, c'est aussi les groupes des professionnels, le Mihaniyin, je ne sais pas comment le... C'est-à-dire le syndicat des professionnels. Syndicat des professionnels, c'est des structures. Parce que, comme il a dit Azmat, l'exemple du Burkina, c'est qu'ils ont viré l'assassin de... Compaoré. Voilà. Et après, le pouvoir, il a été pris par ceux de la même clique. En Tunisie aussi, on a assisté à quelque chose de pareil. Donc, on a beaucoup parlé de spontanéisme, d'être en dehors des cadres partisans. Je pense, au moment où il y a eu ce qu'on a appelé la transition démocratique, c'est ceux qui avaient le pouvoir, qui étaient les plus organisés et qui l'ont repris. Donc, c'est un avantage à l'état actuel de dire que c'est bien, c'est en dehors des cadres classiques, ainsi de suite. Mais il y a aussi la nécessité de réfléchir d'autres cadres. On n'en veut pas des cadres classiques, ok, mais qu'on réfléchisse aussi d'autres cadres. Parce que la question fondamentale reste la prise de pouvoir. Mais il y a aussi la question de la responsabilité. Peut-être que si on a ce rassemblement hors parti, c'est peut-être, surtout dans le cas de l'Amérique latine, qu'il y a une déception par rapport aux partis politiques. Aussi en Afrique, en fait, les partis d'opposition et les partis de la majorité se retrouvent à Paris. On a vu Alpha Condé et son opposant qui était à Paris, qui ne sont pas croisés. Une grande partie politiquement se joue ici. Donc beaucoup de choses passent par les sociétés civiles qui ont le malheur de se dire constamment apolitiques, des forces syndicales qui sont laminées parce qu'on est dans des situations où elles n'ont plus les moyens de peser, et également par l'invocation de forces traditionnelles, traditionnalistes que l'on voit aussi apparaître au niveau du Sahel qui jouent aussi sur la question de l'insécurité, c'est-à-dire que la question également du rapport de force vis-à-vis des États africains est de plus en plus posée. Vu qu'on a des États faibles, on a des pouvoirs qui ne tiennent qu'à l'intervention française ou à quelques éléments de ce type-là. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte qui est extrêmement sensible et fragile. Et pour un certain nombre de régimes, il y a également la possibilité d'acheter toute l'opposition. Donc dans le cas du Bénin, on a un chef de l'État qui a créé les deux partis qui composent en fait aujourd'hui le Parlement, puisqu'il a été élu sans parti politique. Il a été élu démocratiquement sans parti politique, mais il avait besoin de partis pour faire voter ses lois, donc il a réformé la charte des partis pour créer lui-même deux partis politiques qui ne se considèrent plus comme la majorité et l'opposition, mais comme la minorité et la majorité, et qui travaillent ensemble et qui votent ces lois. Donc ça interroge en fait le sens de la démocratie, en sachant que le Bénin est le modèle, entre guillemets, de la démocratie. On a fait la meilleure transition démocratique, on est étudié dans tous les livres de droit, dans toutes les universités, comme étant le modèle. Donc on doit s'interroger justement sur cette démocratie libérales qui sont apparues dans les années 90, qui ont présenté la démocratie comme étant le moyen d'accéder au développement, au progrès, etc., et dont le peuple constate que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'en face, il y a d'autres acteurs, la Chine, etc., qui proposent d'autres agendas et qui amènent à se repositionner sur ce qu'on entend par la politique, en sachant que tout ça est connecté. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voit ce que fait le voisin et on se dit, écoutez, faisons pareil. Voilà. Oui, en fait, d'abord, pour revenir un peu aux années 60-70, il faut savoir qu'il y avait une répression terrible contre l'opposition, qui a décapité une grande partie des organisations qui luttaient contre les régimes en place et que, justement, ils avaient comme objectif de radicaliser en fait, le processus de libération. Donc, on a, un côté, il y avait déjà une répression terrible qui a cassé énormément de cadres organisés d'opposition.
Deuxième, c'est-à-dire on arrive dans les années 80-90, le recyclement en fait d'une partie des militants dans les ONG. Et dans ce cas de figure, l'Union européenne, c'est-à-dire toutes les ambassades, etc., ils ont joué un rôle pour faire en sorte qu'une grande partie des cadres les plus politisés puissent être, entre guillemets, intégrés dans un autre système au nom des droits de l'homme, la bonne gouvernance, et en tout cas cela a été un peu avec toute la période un peu néolibérale. Et puis, il ne faut pas oublier, il faut quand même essayer, parce que c'est des sociétés qu'on ne connaît pas très très bien, en fait, la vérité. C'est quand on regarde, par exemple, le rôle joué par les ultras en Égypte, un peu en Tunisie. Les supporters de foot, hein, pour ceux qui... Oui, voilà. Les supporters de foot. En Algérie, c'est-à-dire, en fait, c'est des gens très organisés parce que, justement, ils font partie des classes les plus subalternes. Ils avaient développé des techniques, en fait, de confrontation au dévitement de la police parce qu'ils sont très organisés. Et puis, ils avaient développé aussi une culture populaire qui ne cadrait pas absolument avec les organisations vieillissantes ou qui a été dévitalisée soit par la répression ou soit par le passage dans les ONG. Donc en fait, on est devant des sociétés qu'on ne voyait pas très très bien de cette manière parce que nous ne la connaissons pas très très bien. Donc en fait, ce que je vois par exemple en Irak, franchement c'est quelque chose d'émouvant et triste à la fois. Le courage des révolutionnaires irakiens très 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 jeunes, c'est-à-dire qui décident, ils ont soit on rentre dans la place verte, c'est-à-dire la place là où il y a le gouvernement, les ambassades, notamment l'ambassade américaine, ou soit, c'est-à-dire on va mourir, ou soit on va prendre le bateau pour aller en Grèce ou aller en Europe. Mais on a décidé de mourir pour notre pays parce qu'on ne veut pas être dépossédé de ses richesses, sachant que l'Irak, par exemple, là on a les statistiques officielles, ils disent qu'il y a à peu près presque 450 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus, etc., qui ont été détournés par les différents gouvernements qui ont été installés au pouvoir après l'invasion américaine de 2003. Moi je sens trois choses. D'abord, si on pose la question de quelles sont les sources de mobilisation dans le cas latino-américain, moi, je dirais qu'au moins, on a trois sources. D'un côté, c'est finalement le syndicat, le monde traditionnel, le communauté. Donc, il y a une tradition syndicale. Dans le cas bolivien, on a une révolution, le minière, c'est tout à fait important, mais aussi de syndicats dans la campagne, etc., très, très, très important. Donc, c'est qu'ils sont là, qu'ils sont vivants, etc. Enfin, d'autre partie, il y a aussi une certaine tradition de partis politiques de la gauche et qu'ils sont très importants. Dans le cas mexicain, on ne peut pas penser dans l'expérience de López Obrador maintenant sans penser à la tradition qu'il a eue depuis 1968 de l'accumulation de forces qu'il a devenu finalement un parti qu'il a pu avoir le pouvoir. Et une troisième dimension, c'est un peu ce qu'on disait aussi dans la table, c'est finalement de nouvelles formes de participation dans des citoyens, que normalement, c'est plutôt de gens qui ne sont pas une attraction, soit pour la partie politique, mais qui sont là et qui, finalement, dans le moment de la gestion politique, de la question politique, ils sont là et sont vraiment de forces très importantes. Mais un peu, en vous écoutant, je sens qu'il y a quelque chose que c'est très important, et j'apprends beaucoup de vous, c'est comment est-ce qu'il faut faire attention qu'est-ce qui s'arrive une fois que ce type de mouvement, avec beaucoup de force, beaucoup de la gauche la plus noble, dans le cas latino-américain par exemple, qui arrive au pouvoir, mais après 10 ans d'être là, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce qui fait le pouvoir avec les mouvements sociaux ? Finalement, ça, c'est le problème. Qu'est-ce qui fait le pouvoir ? Comment est-ce que le pouvoir peut décomposer, comment est-ce qu'on dit ça ? Peut décomposer, finalement, le genre, le projet, l'utopie avec laquelle on est arrivé, et comment est-ce qu'il peut décomposer d'une façon terrible et dramatique ? C'est ça qu'on est dans le cas bolivien. On pourrait discuter dans le cas vénézuélien et aussi dans le cas nicaraguayen. Donc, de projets qui, dans un moment, ils étaient vraiment de projets tout à fait anti-impérialistes, très, très importants, et qui finalement, ils deviennent dans d'autres choses. Mais, oui, non, je voulais rajouter juste que c'est une question centrale, en fait, de ce qu'on fait
quel est le projet politique, parce que je pense que ça c'est l'échec des gauches latino-américaines, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées avec un projet plutôt réformiste, alors plus ou moins intense et plus ou moins en posant des questions. En Bolivie par exemple, la question autochtone, au Chili, Allende, c'était la question sociale, de classe, mais sans vraiment questionner les structures politique et en articulant surtout toutes les formes de colonialité. Moi, je dirais que de là vient aussi l'échec, c'est-à-dire que en se focalisant toujours sur un aspect seulement, privilégiant celui-là et laissant les autres, eh bien, ce n'est pas une révolution. Du coup, moi, la question, est-ce qu'on est vraiment sur des processus révolutionnaires et dans quelle mesure ils peuvent vraiment être mis en place? Parce qu'il y a non seulement, disons, des contradictions internes au mouvement, mais il y a surtout les forces réactionnaires qui sont là aussi, et qui souhaitent, qui ne veulent pas perdre ni leur pouvoir ni leurs privilèges et qui vont tout faire pour justement contrer ces mouvements. Donc tant qu'on n'a pas pris la question politique dans tous les aspects de l'oppression des peuples, moi je pense que là, c'est là où on est un peu voué à l'échec. En parlant de ça, des processus de réactionnaires, de réaction, on voit aussi que les pouvoirs ne sont pas prêts à lâcher les gouvernements ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Et on voit aussi dans la répression, une différence de degré par rapport au Nord. Pas de nature, de degré, où là on a vraiment des centaines de morts, des prisonniers, des milliers de blessés dans ces soulèvements. Mais ce que vous me disiez aussi avant l'émission, c'est que c'est pas seulement pendant ces soulèvements, c'est que c'est constant, que par exemple en Amérique du Sud, où il y a souvent des militants qui sont assassinés. Tous les mois ou les ans, on a... récemment, la répression, elle est bien plus forte. Je pense que ça, c'est une différence avec les pays du Nord, global, on va dire, où on a des formes de répression qui vont jusqu'à la torture, l'assassinat de ces militants et militantes qui résistent et qui sont donc sur le terrain. C'est vrai que on n'en parle pas ou peu, enfin on ne les a pas toujours en vue, mais bon, par exemple, au Mexique, au Brésil, on a tous les mois des meurtres de personnes qui résistent, et donc c'est quelque chose de vraiment à penser aussi dans l'exposition aussi de ces personnes qui sont là vraiment en train de jouer la vie. Hein, le cas exemplaire, ça a été le cas de Marielle Franco, dont on a su dernièrement que l'assassin était relié à Bolsonaro. Oui, on vient de finir l'enquête, et pourtant il y a eu vraiment une pression pour qu'elle ne sorte pas, et on a eu les résultats où on sait qu'effectivement il est impliqué dans l'assassinat de Marielle Franco. Oui. Mehdi, tu voulais ajouter? En fait, je pense qu'en fait, nous, en tout cas, dans notre région, on est dans la deuxième phase de la poussée révolutionnaire. Et avant de penser déjà quel est le projet de la révolution, c'est intéressant quand même d'analyser quel est le projet de la contre-révolution. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'interroge pas. Parce qu'en fait, il y a déjà un processus contre-révolutionnaire en cours auquel les peuples ils ont un défi. Et donc, c'est-à-dire, une des difficultés, c'est que déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un processus qui est de plus en plus un peu plus général. On sait parfaitement qu'un processus révolutionnaire dans un pays petit, c'est-à-dire à moins d'être un pays continent comme la Chine, où à un certain moment on l'a réussi, etc., c'est très très difficile de faire face à beaucoup de défis. Donc l'intérêt, c'est que une grande partie de la région, en fait, est secouée par ces surgissements populaires. Mais ils font face à des projets contre-révolutionnaires. Un de ces projets, c'est la désinformation. C'est avec toutes les théories des complots à chaque fois. C'est-à-dire, on dirait que nos peuples sont en fait des enfants qu'on les manipule, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dotés de raison, qu'ils n'ont pas la possibilité de juger eux-mêmes, de construire eux-mêmes leur trajectoire historique. Et puis, ce complotisme, etc., il a la volonté de vouloir diviser le mouvement, alors qu'on voit en fait que ce mouvement lui-même, il est porteur
d'une contestation d'un ordre établi. Je pense, par exemple, je vois le mouvement, par exemple, le Hirak des Rifs au Maroc, ou tous les drapeaux, en fait, amazirs en Algérie. C'est-à-dire, leur surgissement, c'est une volonté de contester la construction de l'État-nation colonial, c'est-à-dire avec un centralisme, avec une volonté, il y a un seul peuple, il y a une seule langue, etc. etc. Donc, il y a une contestation d'une construction étatique un peu coloniale. Et puis, il faut aussi voir, en fait, que ce projet contre-révolutionnaire, il s'appuie sur le colonialisme. Ça veut dire, je donne un exemple, mais très très simple. Il y a quelques jours, il y a deux chaînes de télé qui soutiennent le mouvement révolutionnaire en Algérie, et ils ont cessé d'émettre parce que l'opérateur satellitaire européen qui se trouve 70 Ribala dans le 15e, il a coupé afin d'influencer en fait sur ce qui se passe en jeu. Je pense aussi à la grève économique que font le patronat avec les transferts d'argent. Là, on a les chiffres. Au Canada, les transferts d'argent d'Algérie vers le Canada, ils ont augmenté de 50%. Et on a un certain nombre en fait, de mécanismes afin d'affaiblir et de casser ce mouvement. Pour l'instant, ça tient, mais de toute façon, on sait parfaitement qu'on va être dans un processus, ça veut dire qu'il n'y aura pas la révolution égale la liberté d'un seul coup, il y a un processus qui va être heurté, qui fait face à des défis considérables qui sont très très difficiles, et pour l'instant, il est en route, il est dans ce moment-là, et notre devoir en tant que militants décoloniaux, de le soutenir, en fait, de le faire avancer. Ce qui est intéressant peut-être à rajouter, sur ce qu'a dit Mehdi, c'est que au-delà de la nécessité de renforcer ces dynamiques en cours, on voit aussi que l'expérience, par exemple, de 2011, qui a été vécue en Tunisie, l'expérience de l'Égypte, elle a servi aussi de leçon aux pays qui ont été dans des grandes mobilisations après. Donc je pense que sur par exemple la question de l'Algérie, la durée de ce mouvement, son enracinement n'est pas une simple question de la volonté de maintenir les mobilisations. Ça a aussi mené, il est en train de mener le mouvement à une forme de maturation et à une forme de radicalité aussi. C'est-à-dire, c'est aussi maintenir la pression. On n'a pas dit Ben Ali est parti, on a dû faire Qasba 1 et 2, c'était pas suffisant. Eux, ils sont jusqu'à maintenant dans la rue, ils ont refusé les premières élections. Ils ont refusé les deuxièmes élections, et même les élections maintenant présidentielles proposées par Gaïd Salah, on ne veut pas d'intikhabat, ils sont encore dans la rue pour demander autre chose. Donc, et c'est pareil au Soudan. Donc il y a aussi l'expérience de 2011 qui, comme je l'ai dit, qui a servi de leçon pour toutes ces dynamiques. Après, par rapport à la question du projet, une fois on a le pouvoir. D'abord, moi quand j'entends le pouvoir, j'entends pas le pouvoir dans le sens où simplement c'est le pouvoir de l'État. C'est pas une question d'avoir le pouvoir de l'État, c'est aussi pouvoir sur les ressources. Le pouvoir, c'est plusieurs arènes. Et le projet, en tout cas un projet révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose, si on veut un projet tout fait, le seul qui a un projet tout fait et bien clair et bien précis, c'est le capitalisme et l'impérialisme. Parce que ce projet, il est déjà là. Donc on peut le décrire facilement parce qu'il est déjà là. Donc bien sûr qu'il y aura on va balbutier, on aura l'incapacité des fois de voir les choses dans leur totalité, parce que la totalité aussi, c'est aussi une question est liée à la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des manquements qu'on va voir après. C'est le savoir, il évolue, et notre connaissance aussi de ce système, elle évolue. Mais après, le programme déjà, ou des grands axes de ce programme, ils sont dans la revendication des gens.
C'est-à-dire que nous, on ne va pas compter que les mobilisations, les dernières mobilisations, par exemple, que ce soit au Liban, mais on va voir tous ces processus, toutes ces mobilisations qu'il y a eu avant. Il y a des mobilisations de la petite paysannerie dont on n'entend même pas parler. Il y a des mobilisations des chômeurs, et pas que des chômeurs diplômés. Par exemple, quand on parle de la Tunisie, ce qui a été mis en valeur, c'était les mobilisations des chômeurs diplômés, à travers la figure de Bouazizi, qui est stimulé par le feu, ainsi de suite. Après, il s'est avéré que Bouazizi n'était pas un chômeur diplômé, c'était un travailleur agricole. Donc, c'est aussi dans la construction des récits à propos de tout ça, et du pouvoir de construire le récit. Et je pense que si on prend les revendications populaires dans leur ensemble, on a au moins une visibilité sur les axes et sur qu'est-ce qu'on veut faire comme aboutissement de ces dynamiques. Alors là, on touche à la fin, donc je voudrais poser une dernière grosse question pour terminer. Est-ce que ces soulèvements peuvent déjà participer à créer une sorte de nouvel internationalisme, que ce soit déjà dans chaque continent? Par exemple, est-ce que ça peut permettre de dynamiser le panafricanisme, de dynamiser la relation entre tous les pays d'Amérique latine? Et je voudrais aussi poser la question, parce que vous êtes un peu dans une position particulière, où vous habitez dans le nord, mais vous avez aussi un pied dans le sud. Et donc, la question que je voulais poser, c'est quel est aussi le rôle des militants qui vivent dans le Nord dans cet épisode actuel? Qui veut commencer à répondre? Hamzat? Oui, pour l'Afrique, parce que bon, c'est toute l'Afrique, l'Afrique du Nord nous intéresse aussi, bien évidemment. Il y a des connexions qui se font. On a des militants au sud du Sahara qui vont se former au nord et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des circulations internes dans les milieux militants à l'échelle du continent africain. Ce qui se passe également en Haïti nous intéresse énormément parce qu'il y a toute une histoire du panafricanisme qui est faite de circulation, de migration. Maintenant, dans quelle mesure les choses vont évoluer, c'est une grande interrogation. Je crois que tout se fera sur le terrain et que de nouvelles formes d'organisation vont apparaître. Je crois qu'on n'est pas tellement dans une période de révolution, on est plus dans un cycle ou dans des transitions, ou dans des évolutions. Pas tellement dans des révolutions parce que la plupart des mouvements, en tout cas dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, ont du mal encore à poser précisément le type de projet politique qu'elle veut mettre en place. On reste beaucoup dans de la contestation, dans du refus. Et c'est déjà en soi un projet politique, mais maintenant il faut, je dirais, mettre la deuxième en route. Et ça, c'est en reliant effectivement les combats qui se mènent en Afrique avec leur dimension internationale. Dans le cas de la révolution burkinabé, j'ai toujours effectivement considéré que c'était une erreur de mettre en place une période de transition pour aller à des élections. Il fallait adopter une autre mesure que celle de revenir dans la colonialité de l'État justement colonial. Donc c'est aussi comment on réinvente des formes de pouvoir plus traditionnelles, plus endogènes, qui parlent davantage aux populations et dans lesquelles elles se reconnaissent. Parce que c'est ça, on est dans un désir de reconnaissance des peuples qui veulent se reconnaître dans les structures économiques et politiques en place, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose à construire depuis le bas, et puis à faire en sorte qu'au niveau des diasporas, il y ait le suivi, il y ait le travail de réinformation, il y ait le travail de formation, il y a également le travail de relais et de mobilisation, pour trouver notamment des bases arrières, même si, bien évidemment, je ne considère pas le Nord comme une base arrière, mais plutôt comme le cœur de l'impérialisme. Et je pense que le Sud est aujourd'hui en avance sur un certain nombre de luttes. Donc il faut se préparer à aller sur le terrain. Voilà. Oui, et un peu la même chose que je disais au début, c'est que, à mon avis, bon, quand on vous parlait de votre expérience tout à fait particulière, je pense à ce que ça passe en Bolivie maintenant et qu'est-ce qui va se passer demain. Demain soir va être, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, s'il va exister le pays, mais en tout cas, je pense vraiment que ce que vous avez dit, ce sont des expériences dans lesquelles nous, on pourrait apprendre plein de choses.
Plein de choses. Donc, la première question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour circuler les expériences, pour partager les expériences, pour apprendre des expériences. La question de sélection, maintenant on est dans le cœur de sélection. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sélections dans le cas bolivien, etc. Mais donc, d'abord, c'est connaître notre expérience et un peu notre rôle, à mon avis, une fois qu'on est ici, soit pour longtemps, soit pour de façon plus générale, c'est vraiment de faire de canal de transmission, finalement, de tout ça. Et, à mon avis, il faut avoir un peu un esprit de dire on n'est pas tout seul, même si on est à La Paz dans une lutte, en Mexique dans une lutte, dans d'autres lieux dans une lutte, finalement, on n'est pas tout seul. Il y a quand même des gens qui vivent, qui sont et qui luttent pour des raisons plus ou moins similaires. Alors, pour ma part, je pense que les connexions, il y en a. Et moi, je pense plutôt, par exemple, aux mouvements autochtones. Là, c'est quelque chose qu'en Amérique latine est très présent. Et là, ça déborde. Et je pense que c'est le plus révolutionnaire parce que ça déborde vraiment le cadre national de l'État-nation qui est justement totalement colonial. Et donc là, on a quelque chose qui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les communications plus faciles, permet d'organiser à plus grande échelle, et je dirais jusqu'au Canada, jusqu'à la Terre de Feu, en fait, plus large que ça. Et pour répondre à la question de notre rôle en tant que militants du Sud, habitant dans le Nord, eh bien, on n'a que, de mon point de vue, qu'à se mettre derrière, enfin, juste éviter quelque chose qui pourrait être un peu la velléité de vouloir diriger, organiser, parler pour, alors que nous sommes des privilégiés aussi, enfin, dans le système justement actuel, et donc on a à écouter ce que les peuples se demandent et revendiquent sur le terrain, et à suivre cet agenda-là, la nôtre, enfin, je dirais, non, c'est une dernière. Moi, je voudrais dire simplement que notre rôle, c'est de s'en saisir du fait qu'on vit ici pour faire pression. Parce qu'il y a aussi dans les revendications qui sont portées des revendications qui s'adressent, par exemple, tout à l'heure je parlais de la question de la réparation, ainsi de suite, pour les crimes coloniaux qui est posée à la France. Donc je pense qu'on doit s'en saisir aussi de notre vie ici pour participer à mobiliser autour des revendications de nos peuples là-bas, pour relayer l'information, pour justement faire pression sur les instances ici. Tu voulais ajouter un dernier mot, Mehdi, le mot de la fin? En fait, d'abord, il faut regarder l'histoire. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, il a été très fort au moment des mouvements de libération nationale. Donc il y a un impact, c'est-à-dire généralement l'impact, on le dit pour l'économie, tout le monde parle de Wall Street, on parle de ce qui s'est passé dans tel ou tel endroit, et en politique, on est un peu enserré juste dans la logique des frontières. C'est-à-dire, on est dans un monde où il y a une dialectique de lutte, et cette dialectique de lutte, quand elle est dans les pays ici, elle a un impact aussi sur ce qui se passe ici. Moi-même, je l'ai vécu ici en France, une grande partie de l'ascension du mouvement de l'antiracisme politique était liée aux résistances des pays des Sud, par exemple en 2014, la grande manifestation pour Gaza, la grande manifestation de soutien au LKP. Avant-hier, il y avait la grande manifestation par dizaines de milliers des immigrés algériens pour soutenir le mouvement révolutionnaire en Algérie, sur demande eux-mêmes des peuples algériens. Donc en fait, ça fait partie, c'est quelque chose qui nous renforce. Notre libération, on ne sera jamais libre si les damnés de la terre ne sont pas libres. Et nous sommes en quelque sorte ceux qui jouent aussi un rôle au cœur de la métropole coloniale afin de l'affaiblir, afin de saper ses fondements internes et d'être les relais. On est des ennemis de l'intérieur? Absolument. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir participé à cette belle émission, c'était très intéressant. On se retrouve dans un mois, le 1er décembre, pour le prochain numéro de Parole d'honneur radio. Merci. Merci à l'équipe technique.